Bonjour. Alors, je reviens encore vers vous pour un nouveau cours qui s'intitule ECG normal de l'adulte. Donc, alors, avant de parler des ECG pathologiques, on est obligé de faire l'ECG normal. Donc, c'est un cours que vous avez déjà fait en physiologie. C'est un cours que vous avez déjà fait en physiologie, mais on va le répéter avec un petit peu plus de détails. Alors, au terme de ce cours, vous devriez être capable de décrire les étapes de l'activation électrique du cœur, d'identifier les différentes composantes du tracé électrocardiographique, d'énumérer les paramètres qui doivent figurer dans l'analyse du tracé électrocardiographique, d'énumérer les valeurs normales des différentes mesures et de décrire les méthodes d'évaluation d'un axe électrique du cœur et des différents principaux indices. Alors d'abord un rappel d'électrophysiologie. Rappelez-vous, à l'état normal, la cellule cardiaque, toutes les cellules en fait, mais la cellule cardiaque, elle est polarisée. Elle est polarisée pourquoi? Grâce à l'existence d'une différence de potentiel transmembranaire. À quoi elle est due cette différence de potentiel? Elle est due au fait qu'il y a une différence de concentration ionique dans le milieu extérieur et le milieu intérieur. Ainsi, la cellule, elle est très riche en sodium à l'extérieur et riche en potassium à l'intérieur, ça s'appelle le potentiel de repos. Lors de la dépolarisation, il va y avoir une modification de cette polarité et puis après il va y avoir la repolarisation. C'est à quoi sert la dépolarisation de la cellule cardiaque? Justement, la dépolarisation sert à l'entrée, entre autres, à l'entrée de calcium dans la cellule. C'est ça la relation en fait entre la contraction et la dépolarisation. Sans dépolarisation, il n'y aura pas de contraction. Or, la fonction principale du cœur, il y en a d'autres, mais la fonction principale, c'est la fonction pompe, donc grâce à la contraction. Alors, cette dépolarisation va créer un vecteur. Ces vecteurs, il va y avoir des déflexions qui vont être enregistrées sur un électrocardiogramme. Et sur cet enregistrement, ça va être des déflexions. Lorsque la dépolarisation va vers l'électrode, elle va être enregistrée comme une déflexion positive. Lorsque elle s'éloigne de l'électrode, ça va être une déflexion négative. Et lorsqu'il y a un mouvement de va-et-vient, ça va être une déflexion diphasique. Toujours comme rappel, rappelez-vous, au niveau du cœur, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules à conduction lente et les cellules à conduction rapide. C'est quoi les cellules? Pourquoi cette différence? Elle est due au fait que les cellules à conduction lente, leur dépolarisation est due au calcium, donc un seuil d'ouverture des canaux calciques un peu plus haut, et les cellules à conduction rapide, leur dépolarisation est c'est dû à l'entrée de sodium, donc le seuil d'ouverture des canaux sodiques est beaucoup plus bas. Alors, de quel type c'est lesquelles ces cellules-là? Les cellules du tissu du nœud sinusal et du tissu du nœud auriculo-ventriculaire sont des cellules à conduction lente. Les cellules auriculaires, ventriculaires et du faisceau de His-Purkinje sont des cellules à conduction rapide. Donc, toutes ces phases, dépolarisation, repolarisation, redépolarisation, sont exprimées par l'électrocardiogramme, par les différentes déflexions qu'on va voir. Alors d'abord aussi, un rappel du tissu nodal. Rappelez-vous, le tissu nodal, il est fait d'un nœud auriculo-ventriculaire qui est situé à l'entrée de la veine cave supérieure, au niveau de l'oreillette droite, à l'entrée de la veine cave supérieure. Après, vous avez le nœud le nœud sinusal, qui est au niveau de l'entrée de l'abouchement de la veine cave supérieure au niveau de l'oreillette droite. Vous avez le nœud auriculo-ventriculaire qui est au niveau de la jonction entre les septums auriculaires et ventriculaires. Après, vous avez le faisceau de His et la branche droite, branche gauche, puis hémibranche antérieure gauche, hémibranche postérieure gauche. Et donc, l'influx naît au niveau du nœud sinusal, puis il se transmet de proche en proche au niveau des cellules auriculaires.
Il arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire où c'est des cellules à conduction longue, donc il va y avoir un ralentissement de cette conduction, puis après il rentre dans le faisceau de His et emprunte les fibres de Purkinje, puis il y a une dépolarisation ventriculaire. Et donc, comme je disais, toutes ces phases sont exprimées par l'électrocardiogramme par différentes déflexions. Ainsi, la dépolarisation des oreillettes, ça sera exprimé par l'onde P. La dépolarisation on voit pas la repolarisation des oreillettes, elle se fait pendant l'espace PR. La dépolarisation ventriculaire est exprimée par le QRS et vous avez la repolarisation ventriculaire au moment exprimée par l'onde T. Donc, comme je viens de le dire, vous avez les différentes phases de dépolarisation qui sont exprimées. Alors, la dépolarisation du nœud sinusal et des oreillettes, des nœuds sinusales, on ne la voit pas. Pour la voir, il faut faire un ECG endocavitaire. On aura différentes déflexions. On aura l'onde S du nœud sinusal, l'onde A des oreillettes, H du faisceau de His et V qui est la dépolarisation ventriculaire. Alors, l'enregistrement d'un électrocardiogramme, il se fait sur un papier millimétré et donc la vitesse de déroulement, quand vous analysez un électrocardiogramme, il faut toujours, en fait, les valeurs normales qu'on va vous donner, elles ne sont valables que lorsqu'on a respecté, en fait, ces valeurs d'enregistrement. C'est-à-dire que la vitesse de déroulement du papier doit être de 25 mm par seconde, soit 1 mm, donc, va être égal à 0,04 secondes ou alors à 4 millisecondes. L'étalonnage de l'amplitude aussi, c'est pour ça qu'après il va y avoir un microvoltage, bas voltage, etc. Donc vous avez 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, c'est 1 millivolt. Donc ça c'est en ordonnée et ça c'est en abscisse. Alors, toujours, donc, une dérivation correspond à la ligne de tension réunissant deux électrodes placées en deux points déterminés de la surface du corps et entre lesquels sont enregistrées les différences de potentiel. L'activité électrique du cœur, elle est étudiée par l'enregistrement d'une série de 12 dérivations. Ça, c'est le minimum qu'on doit faire pour un ECG. Donc, pour avoir un ECG minimum de dérivation, c'est 6 dérivations périphériques et 6 dérivations précordiales. Après, on va voir qu'il y a des dérivations supplémentaires pour certaines pathologies particulières. Donc, vous avez les dérivations frontales et les dérivations précordiales, périphériques ou frontales. C'est D1, D2, D3. C'est ça la terminologie. AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, pardon, V4, V5 et V6. Alors, les dérivations, comment on place les différentes électrodes, donc il y a des couleurs conventionnelles. Par contre, il faut faire attention, si on remplace le brassard jaune par un brassard rouge et que vous le placez faux, ben à ce moment-là, il faut, donc vous allez avoir une inversion d'électrodes. Donc, mais par convention, le jaune est au niveau donc du bras gauche, le vert est au niveau du pied gauche, le noir au niveau du pied droit et le rouge au niveau du pied de la main du bras droit. Alors, ces différentes dérivations, donc par convention, on a un triangle imaginaire qui s'appelle le triangle d'Eindhoven qui schématise les dérivations D1, D2, D3 qui sont des dérivations bipolaires et vous avez les autres dérivations qui sont des dérivations unipolaires, c'est-à-dire VR, VL et VF et toutes les dérivations précordiales sont des dérivations unipolaires. Donc, voilà l'emplacement des électrodes et voilà le résultat que ça donne au niveau de l'électrocardiogramme. Donc vous avez V1
V2, V3, V4 et V5. Donc, vous avez V1, c'est au niveau du quatrième espace intercostal, au niveau du bord droit du sternum. V2, c'est sa symétrique à gauche. V3, il est à mi-distance entre V2 et V4. V4 est au niveau du cinquième espace intercostal, sur la ligne médioclaviculaire. Vous avez le dessin ici. V5 au niveau donc horizontal, de la ligne horizontale donc entre V4 et V6, et vous avez V6 sur la ligne axillaire antérieure. Donc sur l'électrocardiogramme, vous avez V1 qui va enregistrer cette dérivation, V2, V3, etc. Pour les standards, vous avez D1, D2, D3, VR, VL et VF. Alors, je l'ai dit tout à l'heure qu'un minimum, un électrocardiogramme comporte donc les 12 dérivations minimales, mais il faut savoir que dans certaines pathologies, on est obligé d'associer un certain nombre d'autres dérivations qui sont schématisées ici. Vous avez V3 right et V4 right. En fait, c'est la symétrique de V3 à droite et la symétrique de V4 à droite. Elles sont hyper importantes, ces dérivations sont hyper importantes à faire lors d'un syndrome coronaire aigu. Lors d'un syndrome coronaire aigu, on ne doit pas se contenter uniquement des 12 dérivations habituelles, mais il faut ajouter les dérivations qui doivent explorer le ventricule droit, à savoir V3R, V4R. Et il faut aussi ajouter V7, V8 et V9. Elles sont schématisées donc par ce schéma-là. Le malade ici, il est de dos. Donc ça, vous avez les omoplates. Donc vous avez V7, V8 et V9. Donc c'est au niveau du dos de la personne, du patient. Alors à quoi elles servent ces dérivations? Elles servent à explorer la partie basale du cœur. Parfois, par exemple, lors d'un syndrome coronaire aigu, vous avez un infarctus qui va se localiser uniquement au niveau de la partie basale. Si vous ne faites pas V7, V8 et V9, vous risquez de ne pas de poser le diagnostic. Bien entendu, il y a des images en miroir parfois qui peuvent exister au niveau des dérivations précordiales, mais il vaut mieux compléter par V7, V8 et V9. Donc, devant un syndrome coronaire aigu, on fait les 12 dérivations standards, habituelles, je veux dire, mais il faut aussi ajouter V3R, V4R et V7, V8 et V9. Alors, l'analyse d'un électrocardiogramme, la première des choses quand vous analysez un électrocardiogramme, c'est de regarder est-ce qu'il y a le nom et le prénom du patient. Il faut aussi même se méfier des homonymes, ça c'est déjà arrivé. Donc, un ECG qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prénom, il n'est pas identifié. Donc, il faut le nom, le prénom, il faut la date et l'heure. L'heure, c'est hyper important dans les syndromes coronaires, les troubles du rythme, etc. Donc, quand vous faites un électrocardiogramme à un patient et où l'infirmier le fait, vous exigez qu'il soit annoté avec le nom, le prénom et la date et l'heure. Après, avec les machines automatiques, donc vous pouvez rentrer le nom et le prénom, la date et l'heure, elle est inscrite de manière automatique, sauf si la machine n'est pas étalonnée, ce qu'il faut faire évidemment. Deuxièmement, il faut vérifier que la vitesse de déroulement du papier est de 25 mm par seconde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que l'étalonnage est de 10 mm pour que vous n'ayez pas un microvoltage ou un double voltage, et auquel cas votre étude analytique, elle sera faussée. Alors, on fait d'abord une étude analytique. Donc, on calcule, on analyse l'ANTP, on analyse le PR, on analyse le PQ, le QRS. Je vais reprendre tout ça en détail. Le segment ST, l'onde T, l'intervalle QT et l'onde U. Et puis après, on écrit une conclusion où on va donc donner le rythme, la fréquence cardiaque, en fait c'est la fréquence ventriculaire, l'axe de QRS, mais bien sûr dans un rythme sinusal, la fréquence ventriculaire se confond avec la fréquence sinusale. C'est pas le cas dans certaines autres pathologie, trouble du rythme ou de la conduction. Donc, il faut donner le rythme, la fréquence cardiaque, l'axe de QRS, et puis après les différentes anomalies, les hypertrophies ventriculaires ou auriculaires, les troubles de la conduction, les troubles de l'excitabilité,
et les troubles de la repolarisation éventuelle. Mais bon, bien sûr, tout ça, vous aurez des cours particuliers. Donc, vous allez avoir un cours sur les hypertrophies cavitaires, vous allez avoir un cours sur les troubles de la conduction, les troubles de l'excitabilité et bien entendu, le syndrome coronaire aigu également. Alors, l'électrocardiogramme, la terminologie, je vous ai dit tout à l'heure, donc vous avez une onde de P, QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire, l'onde T, et parfois on a une onde de U qu'on ne voit pas tout le temps, mais qu'on peut voir sur certaines ECG de manière physiologique, mais surtout elle apparaît dans certaines situations pathologiques. Alors, donc, là, l'onde P, sa durée, bien sûr, c'est du début de l'onde P jusqu'à la fin de l'onde P. Quand on parlera de l'espace PR, c'est du début de l'onde P jusqu'au début de QRS, de l'onde de Q. La durée de QRS, c'est du début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde S. Et puis, vous avez l'espace PQ, c'est du début de l'onde de Q jusqu'à la fin de l'onde T. Donc, c'est très important de connaître toute cette terminologie pour que vous ne vous trompiez pas. Alors, calcul de la fréquence cardiaque, il y a un calcul qui est très simple. Vous avez donc la fréquence cardiaque, en fait, vous prenez un espace RR. La fréquence cardiaque se calcule de cette façon uniquement dans les rythmes réguliers, quand vous avez un rythme régulier sinusal. Sinon, il faut calculer une fréquence moyenne ventriculaire, comme par exemple dans la fibrillation atriale. Mais on va vous parler de ça. Aujourd'hui, je parle de l'ECG normal. Donc, pour calculer une fréquence cardiaque sur un rythme régulier, comme c'est le cas sur cet électrocardiogramme, donc vous prenez un espace RR, vous calculez le nombre de carreaux qu'il y a entre les deux espaces. En l'occurrence, ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous divisez 300 par 4 et vous allez trouver 75. En fait, c'est 300. C'est quand je divise par 1, quand il y en a un seul, imaginez que le QRS, le suivant, était là, la fréquence aurait été à 300. Si le deuxième QRS était là, je diviserais par 2, la fréquence serait à 150. Si le troisième QRS était ici, pardon, j'ai perdu ma flèche. Donc, si le QRS était là, donc ça serait 100, 75, 60, etc., etc. Donc, vous prenez 300, vous divisez par le nombre de grands carreaux, ça c'est le petit carreau qui est égal à 0,04 secondes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là, donc, il faut prendre, c'est ça, donc vous prenez le nombre de carreaux comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 ici par exemple. Donc je divise 300 par 5, je vais trouver une fréquence cardiaque à 60. Alors quelles sont les valeurs normales? Vous avez une fréquence normale, et donc elle s'échelonne entre 50, une fréquence en rythme sinusal, bien entendu. Elle s'échelonne entre 50 et 100 battements par minute. On parlera de tachycardie sinusale lorsque la fréquence cardiaque est supérieure à 100, et on parlera de bradycardie sinusale lorsque la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute. À ce moment-là, on parlera donc de bradycardie. Mais là, je parle de rythme sinusal. Je ne parle pas des autres états pathologiques. Tout cela sera fait en détail ultérieurement. Alors, les valeurs normales de l'électrocardiogramme. Je répète encore, ces valeurs sont normales si l'étalonnage est validé et si la vitesse de déroulement est validée. C'est très important. Donc, dans ce cas-là, on parlera d'un rythme sinusal lorsque tous les QRS sont précédés d'une onde de P avec un PR qui est équidistant. Donc, un PR qui est le même. À ce moment-là, on parlera d'un rythme sinusal. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire que l'influx est né au niveau du nœud sinusal, qu'il a traversé les oreillettes et qu'il est arrivé au niveau des ventricules. Alors la fréquence normale, je viens de vous le dire, elle s'échelonne entre 50 et 100 battements par minute. Vous avez la durée de l'onde de P, c'est entre 8 millisecondes et 11 millisecondes, mais si vous voulez calculer en secondes, c'est 0,08 à 0,11 secondes. Moi, je préfère calculer en millisecondes.
L'amplitude de l'onde de P se calcule en D2 parce que c'est là qu'elle est maximale. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, elle doit être inférieure à 2,5. Si elle est supérieure à 2,5, vous avez une pathologie dont je vais vous parler tout de suite. Et la durée donc de l'onde de P se calcule aussi en V1 et en D2. C'est là où l'onde P est maximale. C'est ici qu'il faut regarder le plus analyser l'onde de P. La durée de PR, je vous ai montré comment on calcule le PR tout à l'heure. C'est entre 0,12 et 0,20 secondes ou alors 120 et 200 millisecondes. Alors, toujours dans les valeurs normales de l'électrocardiogramme, vous avez, on est en train de parler d'un ECG normal, vous avez le complexe QRS. Alors, le complexe QRS à durée normale s'échelonne entre 0,06 et 0,10 secondes, soit 6 et 160, je veux dire, et 100 millisecondes. L'axe de QRS doit être compris entre 0 et 90 à l'état physiologique, mais il peut aller entre moins 30 et plus 110. Alors, l'amplitude de l'onde R en D1 doit être inférieure à 15. L'amplitude en AVL doit être inférieure à 12. Et vous allez voir, AVL est très important. Cette valeur-là va faire partie d'un indice, c'est l'indice de Cornell qu'on calcule. Donc, si elle est élevée, le Cornell va être élevé, ça veut dire qu'il va y avoir une hypertrophie ventriculaire. On verra ça, vous verrez ça quand on fera les hypertrophies cavitaires. Alors après, il y a énormément d'indices. Tous ces indices-là seront détaillés lorsqu'on fera le cours hypertrophie cavitaire. Mais je vous donne déjà l'indice de Lewis, c'est R en D1 plus S en D3, moins la somme de R en D3 plus S en D1. La valeur normale est comprise entre moins 14 et plus 17. Au-dessous, s'il y a une hypertrophie ventriculaire droite, au-dessus de 17, il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. L'indice de Sokolov, c'est S en V1, c'est-à-dire l'amplitude de S en V1, plus l'amplitude de R en V5 ou V6, là où il est le plus grand. À l'état physiologique, il doit être au-dessus de 35 mm. On va vous dire aussi que chez un sujet de moins de 35 ans, cette valeur peut aller jusqu'à 45 en étant toujours physiologique, c'est-à-dire dans la fourchette des valeurs normales. Alors, toujours dans les valeurs normales de l'électrocardiogramme, vous avez le segment ST, il doit être à l'état physiologique sur un ECG normal, il doit être isoélectrique et souple, il ne doit pas être rigide, il ne doit pas être sus-décalé, ni sous-décalé. On va voir, tout ça rentrera dans la pathologie. L'onde T doit être asymétrique, une amplitude inférieure et elle doit avoir une amplitude inférieure à celle de QRS. L'espace QT, dans ce cas, il faut toujours calculer le QT corrigé. De toutes les façons, les machines actuellement le calculent, mais je vais vous montrer une formule très très simple quand on arrivera à QT, comment calculer le QT corrigé. Pourquoi il faut calculer le QT corrigé? Parce qu'il est dépendant de la fréquence cardiaque et donc c'est très important. Un QT n'a pas la même valeur chez un sujet qui a 60 battements par minute et chez un sujet qui a 90 battements par minute. On est toujours dans la fourchette physiologique du rythme sinusal. Alors, maintenant, on va prendre onde par onde et on va les interpréter. L'onde P, l'analyse de l'onde P. Donc, l'onde P, on la voit lorsque le rythme est sinusal. Donc, c'est la dépolarisation donc, le rythme est sinusal lorsque l'influx naît au niveau du nœud sinusal et qu'il arrive au niveau des oreillettes. Alors, sur le plan frontal, le vecteur de dépolarisation, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'influx naît au niveau du nœud sinusal qui est au niveau de la jonction de la veine cave supérieure au niveau de l'oreillette droite. Et puis après, vous avez deux vecteurs. Vous avez un vecteur horizontal qui va aller vers l'oreillette droite et un vecteur vertical qui va aller vers l'oreillette gauche. La résultante, rappelez-vous, vous avez fait ça en terminale, la résultante va être vers 60. C'est pour ça que la fréquence l'axe de l'onde de P
est autour de 60 degrés. Donc, c'est celle, et c'est pour ça, et qui est à 60 degrés, et je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'image de Bailey, c'est le D2, c'est le vecteur D2 qui est à 60 degrés. Et donc, c'est pour ça que l'onde P est maximale en D2. Et au niveau de V1, regardez, V1, il va voir la dérivation s'éloigner. Et donc, il va enregistrer plutôt une négativité un peu plus importante. Alors, au plan horizontal, vous avez la dépolarisation d'abord de l'oreillette droite, puis de l'oreillette gauche. Alors, je vais vous montrer un dessin, c'est beaucoup plus facile à comprendre sur le dessin. Regardez, si on décompose l'onde P, on va voir en réalité, l'onde P qu'on enregistre sur le CG, c'est la bleue. Mais en réalité, elle est faite de deux déflexions. La première déflexion, c'est la dépolarisation de l'oreillette droite. La deuxième, c'est la dépolarisation de l'oreillette gauche. Alors, quand vous avez une hypertrophie auriculaire droite, donc ça sera la dépolarisation de la déflexion de l'oreillette droite qui va être plus importante, il va y avoir une augmentation de l'amplitude. La dépolarisation de l'oreillette gauche reste la même. Lorsque vous avez, donc, la durée sera normale, mais l'amplitude sera importante, elle sera supérieure à 2,5 mm. Maintenant, lorsque vous avez une hypertrophie auriculaire gauche, donc la durée de la dépolarisation de l'oreillette gauche va être plus longue, donc la déflexion qui schématise la dépolarisation de l'oreillette droite va être la même, et celle qui schématise la dépolarisation de l'oreillette gauche va durer un peu plus longtemps. Donc ça va donner en D2 ce qu'on appellera une onde P bifide qu'on verra dans les hypertrophies de l'oreillette gauche, surtout dans le rétrécissement mitral par exemple. Donc, si vous avez une hypertrophie des deux oreillettes, il va y avoir aussi bien une augmentation de l'amplitude qu'une augmentation de la durée. Alors, l'onde de P, toujours, donc je vous ai dit, donc sa durée doit être inférieure à 120 millisecondes et son amplitude doit être inférieure à 25. Donc, lorsque la durée, je viens de vous le montrer sur le schéma, est supérieure à 0,12 secondes, vous avez une hypertrophie auriculaire gauche. Lorsque vous avez une amplitude supérieure à 0,25 millivolts, vous avez une hypertrophie auriculaire droite. Alors sachez, ça c'est très important, ici c'est D1. Donc vous avez une 2 secondes, comme ça il ne va pas y avoir d'équivoque. Donc l'onde de P, alors l'onde de P est, l'onde de P est positive en D1, est toujours positive en D1. Si elle est négative en D1, ça veut dire qu'il y a un problème. Les trois problèmes qu'il faut évoquer, il faut d'abord regarder, est-ce que vous n'avez pas fait tout simplement on a mal placé les électrodes. Donc des électrodes mal placées, si on place celle qui devait être à droite, à gauche, donc on va avoir une négativation de l'onde de P en D1. Donc je répète, l'onde P doit toujours être positive en D1. Si elle est négative, c'est qu'il y a une erreur de positionnement d'électrode. Sinon, ça peut être une activité ectopique. Imaginez un influx ectopique, au lieu qu'il soit au niveau du nœud sinusal, c'est-à-dire au niveau de l'oreillette droite, il est au niveau de l'oreillette gauche. Donc la dépolarisation va être inversée, forcément. L'axe de P et la morphologie de l'onde P sera pas juste, donc elle sera négative. Et dans un autre cas aussi, c'est les malades qui ont des situs inversus. À ce moment-là, vous avez évidemment une onde de P qui va être négative en D1. L'intervalle PR, donc il est mesuré du début de l'onde P au début du QRS, du complexe QRS, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. À quoi il correspond en fait? Il correspond au temps que met l'influx pour aller pour traverser les oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et d'arriver au niveau des ventricules. Donc c'est juste avant l'arrivée des ventricules. Donc il faut qu'il traverse tout ce chemin-là. Donc cette durée-là est représentée par l'espace PR ou l'espace
PQ, quand il y a une onde Q. Donc la durée de l'intervalle PR, je vous l'ai donné, c'est 120 millisecondes à 200 millisecondes. Donc dans cet intervalle-là, c'est une valeur qui est normale. Au-dessous de 120 millisecondes, on parlera d'un PR court. En général, on voit ça dans les préexcitations. On verra ça en détail donc, dans les autres cours. Et vous avez aussi un PR qui est allongé, ça veut dire qu'il y a un ralentissement, donc c'est un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. En général, ça correspond à un ralentissement de la conduction de manière pathologique au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Alors, le complexe QRS, à quoi il correspond? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il correspond à la dépolarisation des ventricules. Alors, c'est la dépolarisation des ventricules et donc il va y avoir plusieurs déflexions, des déflexions négatives, des déflexions positives et d'autres déflexions négatives. Alors, par convention, on appelle la première déflexion l'onde Q. La deuxième déflexion s'appellera l'onde R, la troisième déflexion s'appellera l'onde S. Et c'est tout le temps comme ça. Lorsqu'il n'y a pas de première déflexion négative, il n'y a qu'une première déflexion positive, à ce moment-là, on parlera de RS. Lorsque vous avez une petite déflexion positive et d'une grande déflexion négative, on parlera de petit r, grand S. Lorsqu'il y a une déflexion négative avant la déflexion positive, ça sera QR, etc. Alors maintenant, lorsque vous avez une déflexion positive en premier, donc ça sera petit r, une suivante c'est l'onde S, la suivante s'appellera R'. Et donc, vous avez toutes les déflexions qui viendront après seront R', S', R seconde, ça dépend. Donc parfois, un QRS peut avoir plusieurs déflexions. Donc par convention, les lettres minuscules, c'est lorsque l'amplitude est petite, les lettres majuscules, c'est lorsque l'amplitude est élevée ou alors elle est dans sa valeur normale. Alors, la durée de QRS, donc il n'y a pas de pathologie qui raccourcisse QRS, mais il y a des pathologies qui allongent QRS. Donc, les pathologies, donc la valeur normale, c'est une valeur, donc c'est un QRS, doit être inférieur, donc il doit être compris entre 0,06 et 0,10 secondes. Donc, lorsqu'il est allongé, il peut être allongé de deux façons. Soit il est très allongé, soit il est allongé de manière intermédiaire. Donc lorsqu'il y a juste un petit allongement, c'est-à-dire une valeur entre 0,10 et 0,12 secondes, à ce moment-là, on parlera d'un trouble mineur de la conduction intraventriculaire. Lorsque la durée de QRS est supérieure à 120 millisecondes ou alors à 0,12 secondes, à ce moment-là, on parlera d'un trouble de la conduction intraventriculaire majeur, ce qui correspond en fait à un bloc de branche complet. Alors, l'amplitude de QRS. L'amplitude de QRS, d'abord, elle varie en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de l'index pondéral. Ainsi, par exemple, une personne longiligne va avoir des QRS, des amplitudes de QRS un peu plus importantes. Une personne bréviligne et obèse va avoir des amplitudes de QRS plus petites. Un emphysémateux va avoir des amplitudes de QRS qui vont être basses. Donc ça dépend aussi de la morphologie dans le thorax. Une personne bréviligne va avoir aussi des QRS un peu plus bas et des morphologies aussi de QRS qui vont se modifier. On va en parler. Alors, quand il y a une augmentation, il peut y avoir ici deux anomalies. Il peut y avoir une augmentation de l'amplitude, comme il peut y avoir une diminution de l'amplitude. Alors, l'augmentation de l'amplitude, c'est les hypertrophies ventriculaires. Ça peut être une hypertrophie ventriculaire droite, une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypertrophie biventriculaire. La diminution de l'amplitude, on va voir, elle est due à certaines pathologies. C'est ce qu'on appelle un microvoltage. Et on parle de microvoltage lorsque toutes les dérivations, l'amplitude de toutes les dérivations frontales est inférieure à 0,5 millivolts. À ce moment-là, il faut évoquer un épanchement péricardique, un emphysème pulmonaire et parfois certaines cardiopathies comme une dysfonction ventriculaire gauche. Donc,
une baisse d'amplitude, il faut penser à un épanchement péricardique, emphysème et dysfonction ventriculaire gauche. Une augmentation de l'amplitude, il faut penser aux hypertrophies ventriculaires. Et après, on va vous spécifier quand est-ce qu'il faut penser à une hypertrophie ventriculaire droite, quand est-ce qu'il faut penser à une hypertrophie ventriculaire gauche, et quand est-ce qu'il faut penser à une hypertrophie biventriculaire. Alors, la morphologie de QRS, je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir énormément de morphologie, certaines pathologies, après certaines, ça peut rester dans la physiologie, parfois c'est dans du domaine du pathologique. Donc, juste pour vous rappeler que l'activation du ventricule, qui va être exprimée sur l'électrocardiogramme par le QRS, donc elle se fait comme suit. L'influx, il arrive au niveau du nœud sinusal, donc du nœud sinusal, oreillette, nœud auriculoventriculaire, faisceau de His, fibre de Purkinje. Donc, le premier organe à être dépolarisé, c'est le septum interventriculaire, c'est le vecteur 1. Après, vous avez les parois libres du ventricule en deuxième position, et puis après les parties basales du ventricule. Donc, si je regarde un électrocardiogramme, si je mets par exemple, je prends ma dérivation V1. La dérivation V1, elle est située à peu près ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir, je vous avais expliqué tout à l'heure, que lorsqu'un vecteur va vers plutôt la dépolarisation va vers l'électrode, elle enregistre une positivité. Lorsqu'elle la fuit, elle enregistre une négativité. Donc si je prends l'électrode VA, pardon, ma flèche. Donc, si je prends l'électrode VA, elle est située à peu près ici, à droite. Donc, elle va voir un influx positif du septum venir. Elle va enregistrer une petite onde R. Et puis après, elle va avoir une grosse masse la fuir, puisque le ventricule gauche a une masse beaucoup plus importante. Donc, le vecteur, il sera plutôt dirigé vers la gauche. Donc, elle va enregistrer une négativité. Et puis après, vous avez la dépolarisation des parties basales. Parfois, ça va enregistrer une petite onde R'. Donc, à l'état normal, voilà comment ça va s'enregistrer. Donc, par exemple, si je prends maintenant, on va prendre V6. Si je prends V6, voilà ce que ça donne. Si je prends V6, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir la dépolarisation du septum la fuir. Il va enregistrer une petite onde Q, une petite négativité. Après, il va avoir une grosse masse, un gros vecteur venir vers lui. Donc, il va enregistrer une positivité. Donc, voilà tout simplement comment. Et donc, c'est comme ça, donc, les dépolarisations, c'est dû à ces trois vecteurs-là. C'est ça qui est schématisé sur l'électrocardiogramme. C'est ces trois vecteurs qui sont schématisés en fonction de leur direction. Donc, l'axe de QRS maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que, donc, regardez, si je regarde là, quel est l'axe de QRS? Le vecteur maximal sur un cœur qui est normal, donc les masses sont équilibrées, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a rien. Où est-ce qu'il sera le vecteur principal? Il va être, parce que si je fais la résultante de ces trois vecteurs, on avait dit qu'il fallait faire la résultante. Donc la résultante de ces trois vecteurs, elle va être ici. Qui c'est qui est là? C'est la D2. Donc c'est D2 si je regarde ici. Donc D2, il est à 60 degrés. Donc si je regarde là, cette résultante-là, donc elle va être vers 60 degrés. C'est ça l'axe normal en fait du cœur. Mais il faut savoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut avoir un sujet bréviligne, un sujet longiline, c'est pas pour autant qu'il est malade, qu'il est pathologique. C'est pour ça qu'en fait, on a un intervalle dans lequel l'axe du cœur peut exister de manière physiologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour regarder l'axe du cœur, il faut regarder uniquement les dérivations standards. Je vais vous donner une méthode très rapide pour avoir l'axe du cœur. Donc, je rappelle juste rapidement que l'axe du cœur est compris entre 45, donc l'axe normal est compris entre moins 30 plutôt et 110 et plus 110 degrés. Alors, comment on calcule l'axe du cœur? On regarde d'abord, il faut avoir tout le temps ce système hexaxial de Bailey qui représente les dérivations
bipolaires, c'est-à-dire D1, D2, D3, et vous avez les autres dérivations unipolaires, VL, VR et VF, qui sont les dérivations standards. Donc, on va regarder au niveau des dérivations standards. Donc, chaque dérivation, on connaît leurs angles. Et puis après, on va regarder l'électrocardiogramme. Donc, on va regarder uniquement au niveau des standards. On va essayer de calculer l'axe de cet électrocardiogramme. Donc, alors, il y a quelque chose, une méthode très rapide, je vais vous l'apprendre. Il faut retenir que là, vous allez regarder uniquement au niveau des standards. Là où le QRS est le plus grand, on va dire que l'axe du cœur est parallèle à cette dérivation. Donc ici, en l'occurrence, il est parallèle à D2. Ça veut dire quand deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'elle est portée par D2. Donc, elle est portée par D2. Après, maintenant, il faut savoir est-ce qu'elle est dans la direction de D2 ou elle est dans le contraire, dans le sens opposé de D2. Il faut regarder si c'est maximal et positif. S'il est maximal et positif, ça veut dire qu'il est porté par D2 et dans la direction de D2. Donc, chez ce malade, l'axe du cœur est sur D2. Il est à plus 60. C'est cette personne, je veux dire, elle n'est pas malade. Donc, c'est un ECG normal. C'est l'axe étant D2. Une autre méthode aussi pour vous aider, là où il est isodiphasique, il est perpendiculaire à la dérivation. Donc, si je prends ici, il est parallèle à D2 et perpendiculaire à AVL. Regardons voir sur le système hexaxial de Bailey. Regardez, j'avais dit qu'il est perpendiculaire à D2 et il est parallèle à D2. Donc, il est sur D2. Par contre, quand il est parallèle, quand il est perpendiculaire à D2, quand vous avez une dérivation où c'est isodiphasique, on va dire qu'il est perpendiculaire à cette dérivation-là. Ça veut dire qu'il est porté, regardez sur quelle dérivation il sera porté. Et donc, l'axe, vous regardez si c'est positif ou négatif. Si c'est positif en D2, donc on va dire qu'il est perpendiculaire à VL et positif en D2, donc il est dans la direction de D2. Si par hasard, c'était un malade où c'était perpendiculaire à VL et qu'il est négatif en D2, forcément il sera sur la droite qui porte D2, mais qui sera de l'autre côté de D2, ça veut dire qu'il sera à moins 120, donc ça sera un axe droit. Donc, il faut essayer de s'exercer, comme ça vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Alors, donc il faut lire le cours qu'on vous a déjà posté sur PDF, vous écoutez cette présentation et vous posez vos questions si vous en avez et on vous répondra. Alors, l'axe moyen du cœur, j'ai dit qu'il était compris entre moins 30 et 110. Maintenant, lorsqu'il est négatif, ça veut dire qu'il est à gauche, il faut penser à certaines pathologies. Lorsqu'il est droit, il faut penser aux pathologies droites, donc hypertrophie ventriculaire. Donc, tout ce qui augmente la masse ventriculaire droite, l'emphysème avec le CPC, etc. Donc, voilà pour cet exemple de calcul de l'axe. Le segment ST, donc c'est la partie du tracé comprise entre la fin du complexe QRS et le début de l'entité. Normalement, le segment ST à l'état physiologique, il est isoélectrique. Lorsqu'il y a, regardez, là par exemple, le segment ST, il est isoélectrique. Il est ni au-dessous ni au-dessus de la ligne de base. Donc, il faut toujours tracer la ligne de base. Je prends ici. Le ST, il est sur la même ligne de base. Regardez, il n'est ni sus-décalé ni sous-décalé. Alors, lorsqu'il est sus-décalé, vous verrez ça dans le cours pathologie coronaire, ça veut dire qu'il y a une lésion sous-épicardique. Lorsqu'il est sous-décalé, il y a une lésion sous-endocardique. Alors, le segment ST peut être légèrement décalé de manière physiologique vers le haut, mais ça ne sera pas un sus-décalage concave ou convexe, ça va être un sus-décalage ascendant. Donc, pour l'entité, c'est la phase de repolarisation du ventricule. L'amplitude, je vous ai dit, elle ne doit pas dépasser l'amplitude de QRS. Son amplitude est à peu près de 1 à 4 mm.
On va voir en pathologie où l'entité peut être très ample, comme par exemple dans les hypercalémies. Elle peut se négativer, comme par exemple dans les ischémies myocardiques. Elle peut être ample, toujours dans l'ischémie endocavitaire. Donc, endocardique plutôt, elle peut se négativer dans l'ischémie sous-épicardique. Donc, il faut qu'elle soit, donc elle est normalement à l'état sur un ECG normal, elle n'est pas très ample, elle doit être positive sauf dans toutes les dérivations, sauf en AVR. En AVR, elle est négative de manière physiologique. Autre chose aussi, chez les malades qui sont en bréviligne et qui ont un cœur couché, à ce moment-là, on peut avoir une entité négative en D3. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour savoir est-ce que c'est juste une entité positionnelle ou alors une entité négative de manière positionnelle ou non? On peut faire une inspiration profonde en malade, donc on redresse à peu près un peu l'axe du cœur et on va voir l'entité qui va se positiver, mais une entité positive, négative dans une seule dérivation des trois en général et que le sujet est bréviligne, ça veut dire que c'est physiologique, ce n'est pas pathologique. Donc l'entité est la partie du tracé qui est la plus sensible aux influences extérieures. Donc les pathologies qui touchent les anomalies, alors métaboliques, troubles conductifs, médicamenteux, comme par exemple l'hydroxychloroquine, le QT lent, donc en ce moment on en parle beaucoup, avec donc c'est l'espace QT, lent de T, c'est ceux-là, ils sont très sensibles. C'est eux qui montrent, les modifications, elles sont spécifiques, on peut les reconnaître dans les troubles ioniques, l'hypercalcémie, l'hypocalcémie, les troubles métaboliques, les troubles de la conduction, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, toutes ces anomalies-là peuvent modifier l'entité. Donc, l'entité, si par exemple je prends uniquement l'ischémie, une entité ample et symétrique signifie, donc négative ample et symétrique signifie une ischémie sous-épicardique. Une entité positive ample et symétrique signifie une ischémie sous-endocardique. Alors, l'intervalle QT. QT, je vous ai dit, c'est une durée qui commence au début de l'onde Q et qui finit à la fin de l'onde T. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il est dépendant de la fréquence cardiaque, de l'âge et du sexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours calculer le QT corrigé. Il y a une des formules pour calculer le QT corrigé. Celle-là, il faut la connaître. Après, il y a des applications sur smartphone pour calculer le QT corrigé. Donc, vous avez le QT corrigé est égal au QT calculé divisé par la durée de l'intervalle de la racine carrée de RR. Donc, vous prenez la racine carrée de RR et vous calculez donc la fréquence, donc la durée du QT corrigé. Alors, le QT corrigé, chez l'homme, il doit être inférieur à 450 millisecondes, 0,45 secondes. Chez la femme, 0,47 secondes chez la femme. Il faut faire très attention. Alors, chez la femme, en dehors de la phase, donc l'imprégnation œstrogénique allonge QT. C'est pour ça qu'ici, vous avez chez la femme une durée de QT qui est un tout petit peu plus allongée. Mais il faut savoir qu'après la ménopause et avant la ménarchie, la femme et l'homme, il y a la même valeur de QT. Donc, c'est l'imprégnation œstrogénique qui allonge QT. Alors, l'onde de U, je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas toujours présente sur l'électrocardiogramme. Donc, mais elle peut exister de manière physiologique, mais surtout, elle existe dans les situations pathologiques. Donc, c'est une déflexion positive de faible amplitude. Elle est un peu plus faible beaucoup plus faible plutôt que l'amplitude de l'onde T, qui est parfois observée après l'onde T, mais c'est rare. Donc, sa signification, elle est discutée. Elle peut exister chez le sujet normal, mais c'est rare qu'on la voit. Donc, par contre, en pathologie, elle est très, très, très fréquemment retrouvée chez le malade dans les hypertrophies ventriculaires, dans les bradycardies importantes, dans les troubles ioniques et puis surtout aussi dans les ischémies myocardiques et dans les facteurs pharmacologiques, les troubles ioniques, certains médicaments, etc. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui.
On a fini. Vous regardez, vous lisez le cours qu'on vous a envoyé en PDF avec les objectifs pédagogiques. Vous écoutez la conférence d'aujourd'hui et si vous avez des questions, vous me les posez et je vous remercie de votre écoute. Et à bientôt, bien sûr, Inch'Allah.